Bonjour à toutes, nous sommes aujourd'hui chez Cézanne pour un club de lecture Ressentir dédié au premier roman de Delphine Plisson qui s'intitule « Laisse aller, c'est une valse » et qui a été publié en avril 2025 chez J.C. Lattès. Bonjour Delphine. Bonjour Jessica. Bonjour à toutes. Qu'est-ce que tu ressens alors qu'on s'apprête à débuter cette conversation ? J'ai chaud. Je suis très heureuse de vous rencontrer toutes. Public éminemment féminin. Très heureuse d'être ici, très heureuse d'être à tes côtés. Et j'ai hâte de t'entendre et de te répondre. Alors Delphine, tu es la fondatrice de l'épicerie-restaurant Maison Plisson, que tu as quitté en décembre 2024. Et tu es auteure. Ce que j'ai ressenti toi en préparant cette interview, c'est de la hardiesse. Cette belle audace supplémentée de fougue que tu brandis comme si c'était la moindre des politesses. Comme si la vie ne méritait rien d'autre que l'on se batte avec courage et dignité pour lui faire gagner ses lettres d'ivresse. Dans ton roman, Laisse aller, c'est une valse, on découvre les épreuves qui ont fait la guerrière, les gros coups de pelle, comme tu les appelles. On aperçoit aussi les vacillements, parce que tu es humaine quand même. Mais le plus épatant, c'est ta capacité à souffler sur la petite flamme de la joie, à rallumer les braises avec ton humour. Et je sais que tu n'aimes pas le premier degré, mais il faut quand même que je te le dise. Tu donnes un sacrément bon goût à la vie. Merci. Oh, waouh, j'ai bien fait de venir. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Alors, Laisse aller, c'est une valse. C'est l'histoire de Brune, une femme de 53 ans, qui a un parcours jalonné d'épreuves, mais aussi une joie de vivre indéfectible. Elle a fondé 10 ans plus tôt une épicerie-restaurant qui s'appelle Au Bon Plaisir et qui porte le bien manger à son sommet. Au Bon Plaisir a connu quelques difficultés qui ont mené à une procédure collective, à une reprise par un certain gros industriel et à un réajustement du rôle de Brune, qui n'est plus patronne, mais consultante en charge de la direction artistique et du sourcing. Au moment où le roman s'ouvre, ça fait 2 ans que le gros industriel est aux manettes et il n'a pas précisément réussi à remonter la barre comme annoncé. Alors du coup, Brune s'en va tenter de convaincre quelqu'un d'autre, un certain Distribus, pour prendre le relais du gros industriel. Il faut dire que l'enjeu est assez gros parce qu'il en va de la survie à la fois d'Au Bon Plaisir et de la place de Brune au sein de l'entreprise. Le ton est donné d'emblée, enfin tonton Delphine, je te cite. « J'ai 53 ans, certains enfants pas du tout indépendants, des parents pas du tout indépendants non plus, et peu de chance de rebondir comme Julia Roberts dans Pretty Woman. En même temps, je ne suis pas prostituée, moi. Comme quoi, il y a toujours une petite branche qui pendouille à laquelle se raccrocher pour nous empêcher de paniquer. » Alors se pose d'emblée la question du caractère plus ou moins autobiographique du roman. Qu'est-ce que tu as en commun avec Brune et en quoi est-ce qu'elle s'éloigne de toi ? Alors, en commun avec Brune, beaucoup de choses. Un tempérament, sans doute. Une joie de vivre, certainement. Un parcours accidenté, mais qui n'en a pas. Je pense que dans l'Assemblée aujourd'hui, j'imagine que si je vous demande qui a une vie absolument parfaite, idéale, sereine, tranquille, sans aucun obstacle, il y aura peu de mains levées. Ou en tout cas, s'il y en a une, prenez des cachets, écrivez un bouquin, faites quelque chose. La vie est accidentée, on le découvre au fil de l'eau. Et puis, il faut bien avancer. On a plus ou moins des tempéraments adaptés aux intempéries, mais il faut tricoter parfois son propre ciré. Donc, à un moment donné, il faut y aller, il faut se donner les moyens. Et je pense que ça, je l'ai en commun. Ce qui me distingue d'elle, honnêtement, peu de choses. C'est un premier roman, on va pas se mentir. On va chercher en soi. Peu de choses parce que il me semblait que c'était important d'être soi-même. Je le suis beaucoup dans la vie, envers et contre tout. J'essaye d'être le plus alignée possible entre ma vie et mes valeurs et ma joie, d'aligner la joie à tout ça. Donc je dois dire qu'elle me ressemble quand même pas mal. Et j'aime assez ce prénom, en fait. J'allais dire, pourquoi est-ce que tu l'as appelée Brune ? Parce que je ne suis pas si blonde que j'en ai l'air. Parce que c'est un prénom que j'ai toujours bien aimé. Je le trouve joli. Je sais pas. C'est venu tout seul, en fait, évidemment. Mais je trouvais que c'était vif et dynamique et assez représentatif de la personne aussi. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la plume à ce moment de ta vie ?
Alors c'est particulier parce que j'avais jamais vraiment envisagé d'écrire un livre. J'ai pas passé 15 ans à écrire des débuts d'histoire, à essayer de trouver des personnages, etc. J'avais quand même quelque chose au fond de ma tête. Et puis un matin, je me suis réveillée et j'avais eu une amie au téléphone qui m'avait dit, tu sais, ça te ferait du bien, sans doute d'écrire comme une catharsis, de mettre ça sur le papier. Il faut que à un moment donné, il faut que une sorte de gros bilan des 53 premières années. Et je me suis dit, oh, pourquoi pas, peut-être, ça se tente. Et en fait, j'ai commencé à écrire, et comme je suis assez entière et un poil obsessionnel, je me suis mise à écrire, un peu comme je fais tout le reste, pleinement, entièrement, goulûment. Et je me levais la nuit en me disant, ah, il faut que je pense à écrire ça. Bah, d'ailleurs, tiens, je vais l'écrire maintenant. Et finalement, ça s'est vraiment fait tout seul. Pendant plusieurs semaines, je pensais qu'à ça tout le temps. Et puis à un moment donné, la source s'est tarie, j'ai fermé pas du tout le cahier, l'ordinateur. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est fait. Sans avoir aucun autre objectif que de me dire, voilà, c'est sorti. Ça m'a fait tellement de bien d'écrire. C'est un exercice que je recommande. Évidemment, je sais que tu le pratiques beaucoup. Mais écrire, qu'est-ce que ça fait du bien, sans avoir d'autre ambition que de savoir où on en est, que de prendre un petit peu de recul, que de prendre du plaisir à imaginer, voilà, revivre des passages de sa vie, etc. Ça fait du bien, de toute façon. Et puis, j'ai envoyé un message à la copine qui m'avait dit que ça me ferait du bien d'écrire et qui m'a donné cet élan-là. Et je l'ai remerciée en lui disant, ça m'a fait un bien fou. Elle m'a dit, est-ce que je peux lire ? Et je me suis dit, bon, oui, c'est une amie. J'avais pas relu, j'ai vraiment écrit un seul jet, quoi. Et puis, je lui ai dit, par contre, en revanche, j'ai pas relu, donc ne fais pas trop attention. Et elle m'a rappelé 15 jours après en me disant, écoute, je me suis permise de le faire lire à Véronique Cardy, chez Jean-Claude Lattès. Ah. Et elle aimerait bien te rencontrer. Je me suis dit, ah, super, elle va me donner des conseils. Enfin, c'est déjà tellement génial de pouvoir avoir accès. Voilà. Et je suis arrivée, je me souviens, j'ai accroché mon vélo rue Jacob. Je balance sur l'adresse du siège de Jean-Claude Lattès. J'ai accroché mon vélo en me disant, waouh, dingue, je vais chez Jean-Claude Lattès. Bon, moi, j'avais quand même un petit fantasme de l'édition, du monde du livre, etc. Et je suis arrivée dans les étages et je suis arrivée devant Véronique Cardy. J'avais une idée de l'éditrice, c'était une vieille dame qui fumait des clopes dans son bureau, un peu Françoise Verny pour celles qui ont de la mémoire ou qui ont mon âge. Et en fait, pas du tout, à peu près l'antithèse. Une fille ravissante, hyper souriante, solaire, vraiment tout ce qu'on aime, quoi. Pleine de joie. Et on s'est regardé, elle m'a dit, on peut se tutoyer ? Je me suis dit, j'adore ce rendez-vous. Enfin... Et très vite, je suis ressortie du bureau, en fait, 1 heure ou 2 après, avec un contrat, en fait. Donc, je suis remontée sur le vélo en me disant, sérieusement ? Est-ce que c'est une caméra cachée ? Qui m'a fait ce genre de blague ? Et plus je pédalais, plus je prenais conscience. Et puis après, c'est génial de pouvoir être accompagnée pour travailler sur un texte, sur son texte. C'est merveilleux de pouvoir voir un livre naître. Et puis tout ce qui va avec, parce que c'est aussi vous rencontrer, bien sûr. Et puis c'est aussi échanger beaucoup sur Instagram. Je reçois beaucoup de messages de lectrices, de lecteurs qui me partagent leur vécu, l'effet miroir que peut avoir le récit d'une vie. Et je trouve ça extraordinaire, quoi. C'est marrant, cette semaine, j'ai reçu un message d'un monsieur qui m'a dit « J'avais rien lu depuis Oui Oui ». Sur le coup, je me suis dit, je prends comment ça Et il avait sans doute au moins mon âge et il m'a dit, vous m'avez redonné envie de lire. Je me suis dit, oh, rien que ça, c'est bon. C'est ce qui est pris est pris, quoi. C'est super. Donc ça, c'est une joie globale et beaucoup de gratitude d'avoir de pouvoir vivre cette expérience-là, quoi. Vraiment, quoi. Et alors, ce si beau titre... Tu aimes mes réponses courtes ? J'adore, c'est trop bien. Continue. Ce si beau titre, Laisse aller, c'est une valse. C'est quoi son histoire ? J'avais pas de titre. Parce que j'avais écrit comme ça, quoi. J'avais pas de titre. Mais je voulais pas trop m'angoisser avec ça, parce que je me disais, ça va venir. En retravaillant, il y a une phrase qui va sortir. Pas du tout. J'avais pas de titre. Et puis, au bout d'un moment, mon éditrice m'a dit, mais il faut que tu aies un titre. T'as un titre ? Et je lui ai dit, je pense que je devrais l'appeler Le Comte de Monte Cristo 2, parce que je crois que le 1 a bien plu.
peut-être ça générerait un mouvement, un désir. Et elle m'a dit oui, non, ça va pas être possible. Le comte de Montéplisson. Et le comte de Montéplisson, le gros égo de la nana quand même. Et puis en fait, je ne sais pas d'où ce titre est sorti. Mais un matin, j'étais en train de faire des corrections et Laisse aller, c'est une valse. Je me suis souvenu qu'il y avait eu un film dans les années 60, en l'occurrence en 71, qui est mon année de naissance, avec Jean-Yann, qui porte ce titre. Et j'ai regardé un peu et j'ai compris que c'était une expression, en fait, du nord de la France. Je ne sais pas s'il y a des natifs du nord de la France, mais apparemment, dans le nord, on dit ça pour dire « détends-toi ». Laisse aller, c'est une valse. Voilà, suis le mouvement, laisse venir, etc. J'ai trouvé ça hyper joli, puis surtout, je trouvais que ça collait pas mal. La citation qu'on met en tête d'un roman ou en tête d'un chapitre, alors en l'occurrence, c'est en tête du roman, elle est particulièrement savoureuse. Donc c'est « Et toujours le point levé » de la philosophe Amel Bent. Pourquoi elle ? Alors évidemment, ces petites phrases qu'on met en début de roman sont souvent des citations de grands auteurs, souvent morts, souvent depuis longtemps. J'aurais pu citer Françoise Sagan, j'aurais pu citer John Didion, j'aurais pu citer plein de femmes et plein d'auteurs au sens large. Et puis soudain, je me suis souvenue de cette phrase et de cette chanson dont j'adore l'énergie et voilà. Et toujours le point levé, je trouvais que, en fait, ça fait partie des mouvements importants dans la vie, quoi, d'être debout et de trouver du courage où on en trouve. Et moi, ça m'arrive souvent de danser toute seule et de brailler toujours le point levé. Et ça marche. Ce tempérament point levé et ton ton, ils apparaissent assez clairement dans un passage qui est au début du roman. Il commence à la fin de la page 30. Est-ce que tu veux bien nous le lire, s'il te plaît ? Et sans lunettes. Tu peux remettre tes lunettes. Hein. Je suis pas sûre avec le micro Beyoncé. Tu veux essayer ? Mais non, Tu le connais par cœur ? Je connais par cœur, bien sûr. Alors. Tu peux essayer, vas-y. Je m'installe derrière le micro du studio d'enregistrement. J'ai accepté une invitation dans un nouveau podcast. J'aime bien cet exercice qui consiste à répondre à des questions sur mon parcours de vie, de mère, d'entrepreneur ou de tout à la fois. Comment avez-vous eu l'idée du bon plaisir ? Le fait d'être une femme, ça n'a pas été un frein ? Comment arrivez-vous à concilier vie privée et vie d'entrepreneur ? Et vos enfants dans tout ça ? L'objet du podcast consiste à témoigner, à raconter son parcours parce qu'il y a trop peu de femmes entrepreneurs en France. Non pas qu'elles manquent d'idées ni même d'ambition, mais j'en ai entendu dans les conférences et les talks auxquels j'ai participé « je le ferai quand les enfants n'auront plus besoin de moi ». Dans ma famille, ça se fait pas. Je suis trop vieille, je crois. Un jour, lors d'une rencontre, une femme s'est levée et m'a dit « Vous savez, je sais exactement ce que je voudrais faire. J'ai déjà tout préparé, j'y pense tout le temps, mais mon mari n'est pas d'accord. » Je lui ai dit « Changer de mari ?» Rire général dans la grande salle. La femme a envoyé un message via Instagram quelques semaines plus tard pour me dire qu'elle avait quitté son époux et qu'elle se lançait. Parfois, il suffit de dire les choses pour que les gens ont besoin d'entendre. Ça débloque. Bien sûr, la plupart du temps, c'est plus nuancé. Ce qui me plaît à moi, c'est donner de l'élan. Pendant l'enregistrement de ce podcast, je suis pas très à l'aise. La journaliste insiste sur la marque que j'ai créée, sur son succès, sur la référence qu'elle incarne sur le marché. J'ai presque envie de me rencontrer, tiens. Mais au fond de moi, j'ai l'autre version, celle où la boîte que j'ai montée tangue pendant le Covid se retrouve en procédure collective et la suite. J'en glisse un mot à l'antenne parce que ça fait partie de l'histoire et que dans la vraie vie, parfois, voilà ce qui arrive aux entrepreneurs et que donc ça peut être utile. La journaliste coupe l'enregistrement et me demande si ça ne me gêne pas d'évoquer les périodes plus compliquées parce qu'elle avait pensé à des questions. Moi, je dis non, bien sûr, et je remets mon casque. L'enregistrement reprend et là, elle me demande en souriant si la mort de mon petit ami alors que j'avais 24 ans a déterminé le fait que j'ai choisi la vie si fort. Petit blanc dans le studio. Non pas que le sujet soit tabou, mais on était sur un podcast orienté business, je ne m'y attendais pas. Je réponds avec automatisme que je vis pleinement car je suis dotée d'une grande énergie et d'une intense joie de vivre, conséquence probable des coups de pelle que j'ai pu prendre. 1 heure plus tard, je sors du studio un peu sonnée, mais je pense que l'énergie est passée et le reste, on s'en fout. Je vais marcher un peu, il est tôt. Pour une fois, je pourrais peut-être aller chercher la petite à l'école. Depuis que j'ai créé Au Bon Plaisir, je suis plus visible. On me donne des tribunes, on m'invite à des événements, on me consulte. Je me dis qu'à mon petit niveau, c'est pas si mal de me servir de ces tribunes pour essayer d'être utile et de servir de marchepied à ceux qui peuvent avoir envie de ce marchepied. Je me dis que peut-être je vais rappeler la journaliste pour lui demander de couper la partie sur Vladimir.
Et puis, je me ravise. Je rencontre souvent des entrepreneurs qui ont des parents présents et référents, qui évoluent dans des écosystèmes assez rassurants. Ma tribune doit servir à rappeler que se lancer ne nécessite pas un environnement confortable. On peut monter une entreprise sans filet. Il faut juste accepter qu'en cas de chute, on mordra la poussière, mais on aura essayé. Comme on n'a qu'une vie, j'aurais tendance à penser qu'il faut amortir. Je précise que ce podcast n'est pas le mien. Enfin, c'est bien que tu mentionnes. Mon ego aurait été flatté, mais c'est pas chez moi. Qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message sur l'entrepreneuriat, notamment quand on a une femme avec ce livre? Alors, femme ou pas, d'abord la situation est en train de progresser sensiblement depuis quelques années. Et puis, femme ou pas, je pense que quand on est ou quand on devient entrepreneur, il y a des tempéraments d'entrepreneurs, il y a des familles d'entrepreneurs, et puis il y a des parcours où il n'y a pas d'entrepreneur dans la famille. Et puis, moi, j'ai été salariée 20 ans, donc à un moment donné, je trouvais ça super d'être salariée, moi, avoir la photo de mes enfants sur mon bureau, savoir avec où j'allais déjeuner avec les collègues, je trouvais ça super. Enfin, j'avais pas de problème avec le principe, mais j'avais envie de ce projet, et ce projet passait par la condition d'entrepreneur. Donc ça, c'est un peu construit dans ce chemin assez naturel autour de cette envie. Je pense que quand on a vraiment fondamentalement envie de monter un projet, quand on travaille, qu'on organise, qu'on anticipe, qu'on prépare au maximum le projet, si on constate que ce projet est viable et qu'on a vraiment plus besoin qu'envie de le créer, faut essayer de se donner les moyens et ne pas avoir trop peur en sachant que l'action remplace beaucoup la peur et que donc, avec un peu de chance, un jour à la fois, j'imagine qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont des enfants ou qui auraient envie d'en avoir ou qui en auront, etc. Une entreprise, c'est un peu comme un enfant, on en a envie très fort, à un moment donné, on se lance. Et puis un jour à la fois, on construit un enfant. Dingue. Alors une entreprise à côté, c'est quand même moins impressionnant en réalité. Construire un enfant, c'est une usine à gaz. Et puis après, il faut s'en occuper pas mal aussi. Donc une entreprise, c'est un peu pareil. Un jour à la fois pour la gestation, et puis une fois que ça existe, je vois que nous avons un cas pratique parmi nous. Il y a une dame enceinte dans le public, je le précise, pour ceux qui écouteront ce podcast après. Donc c'est un peu la même histoire, une entreprise. C'est-à-dire qu'on en a très 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 envie, et puis après, un jour à la fois, on voit que le projet avance, et puis un jour, il a un nom. Voilà. C'est une fille ou un garçon? Ah, félicitations d'avance. Dans le livre, tu glisses ton proverbe tibétain préféré. Qui n'est pas plus tibétain que moi. Je sais. Quelqu'un un jour m'a demandé quel était mon dicton et ma devise. Alors, honnêtement, spontanément, je n'avais pas vraiment de devise. Et j'ai répondu, je me souviens plus, j'en ai plusieurs. Alors, la route est longue. Non, c'est on veut bien celui-là aussi. La route est longue, mais j'ai de bonnes chaussures. Ah, il est bien aussi. Moi, Pratico-pratique, très vieux campeur. Moi, on ne descend jamais du cheval avant la fin de la bataille. On ne descend jamais du cheval avant la fin de la bataille. C'est pas un Tibétain. Je ne crois pas, ça se trouve, il y a un Tibétain qui a dit ça. C'est envisageable, on ne descend pas du cheval avant la fin de la bataille, ça colle. Je pense que ça marche un peu partout. J'aime bien cette idée. J'aime bien l'idée qu'on essaye de rester debout et qu'on essaye d'avancer, et qu'on essaye de pas céder à la panique, de pas céder au risque, d'essayer de céder à son envie, à son désir et à se rester un peu dans la course, quoi. Ouais, j'aime bien ça. C'est un faux proverbe. Il n'existe pas, mais je l'utilise tout le temps. Dans la vie, tu agis, en tout cas, on voit Brune agir comme si tout était toujours léger, rien n'était jamais vraiment grave, comme si ça allait toujours aller. Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est un entraînement ? J'ai sans doute ça en moi au départ. On n'a pas tous le même tempérament. J'ai sans doute une certaine énergie vitale, un petit côté Obélix. Après, je pense que ça se tricote, qu'on a tout en nous un capital de joie, un capital de tout. On a même un capital solaire, il paraît. Donc, de toute évidence, on a plein de capitaux. De capitaux propres. Bravo. Après, oui, les tricoter, ça prend, on le sait toutes, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui est plus complexe dans la pratique que dans la théorie. Je trouve que c'est quelque chose qui fait partie de mes joies, d'arriver à me pousser à lutter contre la flemme, la fatigue, le découragement, les problèmes, le quotidien. Oui, je trouve que ça fait partie des choses importantes d'avancer.
de rester dans la joie le plus possible et d'essayer de voir les choses à travers un prisme qui donne un peu d'air plutôt que le contraire. Ouais. Alors ce podcast s'appelle Ressentir. Et tu as écrit un moment, il y a quelques années encore, je pouvais vivre sans ressentir pleinement les événements. Est-ce que tu peux décrire le phénomène qui se produisait en toi? Alors, c'est pas qu'en moi, je suis pas un cas unique. Non, mais justement, c'est pour ça que je te pose la question. Ça aurait été pas mal, j'aimais bien l'idée, mais c'est un principe de clivage. En psychanalyse, on parle de clivage, je sais pas si vous êtes familière avec le concept. C'est souvent les enfants, les bébés qui ont des difficultés affectives, des difficultés de lien aux parents en particulier, parce que c'est eux qui sont quand même censés nouer des liens avec les enfants, etc. Quand il y a une difficulté à construire un lien, l'enfant en question peut se retrouver clivé, c'est-à-dire qu'il va dissocier sa personnalité de façon à ce que ce qu'il vit soit acceptable. Il y a un exemple pratique, pas très gai, mais pour celles qui étaient déjà là, je sais qu'on est quelques-unes, quand Ceausescu a été éliminé, on a découvert qu'il y avait beaucoup d'orphelinats en Roumanie et on s'est rendu compte que les enfants qui étaient dans les orphelinats étaient tous clivés. Alors à l'époque, c'était un concept qu'on connaissait mais qu'on n'avait pas appréhendé aussitôt. Et on s'est rendu compte que les bébés qui ont été adoptés, qui ont pu avoir de l'affection, de la tendresse, des regards, des contacts, être touchés, être entendus, etc., ont pu se réparer et retrouver un état vivant. Mais il y en a beaucoup qui sont décédés parce que c'était trop tard pour certains, ou certains sont restés déphasés par rapport à la vie. En fait, il y a un principe qui est, on pense tous être vivants, mais en fait, on est juste en vie. Pour être vivant, il faut ressentir ses émotions, il faut être connecté à soi-même. Et quand ça n'a pas été prévu dans l'organisation, il faut se protéger. Et ensuite essayer de se réparer. Donc c'est un état très pratique, parce qu'on ressent peu d'émotions. Donc on peut tout supporter, en gros, c'est fait pour d'ailleurs. Mais c'est un état qui n'est pas un état vivant. Donc il y a aussi une grande conscience petit à petit dans l'exercice même de la vie. La plupart des gens, à un moment donné, prennent plus ou moins conscience de ce phénomène parce que les autres se rendent compte que vous avez un accès aux émotions qui est un peu particulier, vous n'en avez pas. Et puis parce qu'à un moment donné, dans mon cas, j'ai eu des enfants et que les enfants sont des révélateurs formidables parce que ils ont besoin d'un lien. Donc il faut le tisser. Pour le tisser, il faut être sincère. Et pour être sincère, il faut avoir accès à ses émotions, à soi-même. Et ça oblige. Donc je ne sais pas si on peut se réparer ou on peut décliver seul. La plupart du temps, ça demande un exercice sur soi qui peut, dans l'idéal, être accompagné d'un thérapeute qui permet d'organiser ça de façon à pouvoir avoir accès à ses émotions et vivre pleinement la vie comme elle se doit d'être vécue. Ce qui est particulier, parce que dans mon cas, pendant très 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 longtemps, j'étais absolument incapable de pleurer, par exemple, dans la vraie vie, entre guillemets. Par contre, je pleurais volontiers devant un film. Mais je pleurais abondamment devant des fictions, en lisant un bouquin dans le métro. J'étais vraiment dans des chagrins énormes. Mais dans la vraie vie, non. Quasiment pas. Parce que j'avais une sorte d'armure. Dans le bouquin, j'explique que ça fonctionne un peu comme... ça, vous savez le faire. Quand vous rentrez dans une banque, il y a un bouton, vous rentrez dans un sas. Puis ensuite, vous devez appuyer sur un autre bouton. On va de moins en moins dans les agences bancaires, ou c'est moi? Et ensuite, on accède finalement à la banque. Alors, mon cerveau fonctionnait un peu comme ça. C'est-à-dire que les émotions rentraient dans un sas. Moi, pendant ce temps, je pouvais faire ma vie tranquille. Alors, exemple, je te quitte. J'ai l'info. Elle est dans le sas. Je vis, mais alors sans problème. C'est que pour la personne qui vient de m'annoncer ça, c'est bizarre. Parce que je continue à faire ce que j'étais en train de faire avec ça. Et à un moment... Quand je lâche le contrôle, donc en général quand je dors ou quand je regarde une série qui tilte un truc intime ou une pub, ça marche même sur des trucs, une musique, paf, je me mets à pleurer. Alors c'est un peu embarrassant parce qu'il y a un côté, mais qu'est-ce que j'ai dit hors sujet, mais il faut bien que ça sorte à un moment donné. Donc il y a juste un sas, un décalage. Ça sort, mais ça sort n'importe comment. Alors à un moment donné, c'est pas idiot de recaler le truc parce que c'est plus agréable à vivre a priori pour tout le monde, je dirais.
Il y a un super livre qui vient de sortir de Boris Cyrulnik, Absolument, que j'ai lu. Quand on tombe amoureux, on se relève attaché, et qui explique notamment toutes ces histoires avec les enfants. Le lien. Exactement, et comment, en fait, c'est carrément des parties du cerveau qui sont Oui. atrophiées du fait de ne pas avoir reçu suffisamment d'amour, et que parfois, effectivement, on peut ramener à la vie ces parties-là quand on reçoit de l'amour. On Parfois, peut c'est tout, plus possible. on peut tout à condition d'accepter sa faiblesse ou un manquement dans la construction. Quand on tricote un pull et qu'il y a un trou, on fait demi-tour, enfin, et puis on le retricote sans le trou. Bon, bah, on peut faire ça dans la vie quand on prend conscience de certaines faiblesses ou de certaines choses inconfortables ou difficiles à vivre. On peut retravailler dessus et on peut tout. Je crois qu'on peut tout. Et je réfléchis en même temps, mais je pense, oui, si on y met du sien et qu'on reste dans les limites du raisonnable. Et qu'est-ce qui t'a aidé d'autres sur le chemin? Mes enfants, plus ou moins malgré eux, hein, mais mes enfants, clairement, oui, parce que je tenais beaucoup à tisser un vrai lien avec eux et je ne savais pas si j'en étais capable. Donc, mes enfants, oui, ça oblige d'avoir des enfants. Enfin, à un moment donné, oui, ça oblige. Et puis, mes amis, et puis, bien sûr, et puis, enfin, un petit camp resserré, voilà. Et puis, la vie, tout simplement, quoi. Les petites joies du quotidien, les petites choses auxquelles on peut toutes se raccrocher, qui ne coûtent rien et qui rendent les choses plus légères, quoi, ouais. Dans le roman, tu ouvres aussi une fenêtre sur ta vulnérabilité en décrivant certaines scènes où ça va pas fort fort. Ah bon? Non, mais pour te connaître un peu dans la vraie vie, c'est une partie de toi que tu donnes pas beaucoup à voir. Ouais, c'est juste. Comment est-ce que c'est pour toi de donner à voir cette partie-là de toi? Ça me pose pas de souci d'en parler du tout, parce que, enfin, ça me pose pas de souci de parler de quoi que ce soit, si ça peut faire écho ou engager un dialogue, engager un échange. Dans la vraie vie, je trouve que c'est une forme de politesse que de ne pas geindre. J'ai souvent envie, bien sûr, comme tout le monde, hein. Je me réveille pas au Pays des Merveilles tous les matins. T'as raison, je prends pas de drogue dure dès le réveil. Évidemment qu'il y a des moments plus ou moins légers, plus ou moins heureux, plus ou moins joyeux. Mais à nouveau, on a tous des vies accidentées, avec, des jours sans, des jours plus ou moins d'énergie vitale, etc. Mais je trouve que si on commence à tout se lever le matin en disant ça va pas, ouais, moi non plus ça va pas, oh putain, c'est dur, oh j'ai pas envie, oh, je crois que je veux pas y aller, je veux pas le faire, on va pas s'en sortir. Il y a un truc de partage d'énergie qui fait que quand même on le vit tout, hein. T'arrives au bureau, tout de suite ça va, ouais ça va. Bon, on fait un peu l'effort aussi, ça s'appelle vivre ensemble, hein. Mais si on est toute seule chez nous, on peut faire moins d'efforts, on peut être un peu plus, voilà, il y a des jours avec et des jours sans. C'est vrai que j'ai du mal avec le concept de... J'aime pas geindre, et je suis pas dingue des gens qui gênent non plus. Et le côté genre, oh c'est dur. Oui, on sait, on est au courant, on est tous en vie en fait, hein. Il y a un autre concept avec lequel tu as un peu de mal, c'est l'ennui. Ouais, alors c'est un concept que je connais peu, parce que j'ai beaucoup de chance, je m'ennuie pas. Enfin, tu peux me laisser toute seule en 3 semaines dans un appart, je pense que je m'ennuie jamais. Je pense que je me suis jamais vraiment... J'ai jamais ressenti de l'ennui. D'abord parce que je suis une grande rêveuse, donc j'ai toujours 1000 trucs à faire, et puis facile pour moi de rêver, puis il y a toujours un bouquin qui traîne, enfin, et puis il y a toujours un truc à réparer, à cuisiner, enfin, l'ennui, non. Et puis si l'ennui c'est de rien faire, j'adore. C'est si rare. Ça me pose pas du tout de soucis. Après... Tu décris quand même certains ennuis dans ton livre qui ont une certaine conséquence. Oui, si je constate, en me réveillant, souvent en me réveillant, que j'en ai marre, mais fondamentalement marre, pas un petit peu marre, mais vraiment je sens que le truc monte, puis il y a un matin, j'en peux plus. Que ce soit mon boulot, mon mari, un ami, c'est fini. Et ça, je fonctionne comme un interrupteur, donc quand c'est fini, quand je me réveille en me disant genre... ça y est, c'est cuit. Mais il y a un très beau passage donc, sur l'ennui dans le livre qui termine comme ça. Forcément, si en me couchant, je me dis c'est bon, j'ai fait le tour du mari, de l'ami, du boulot, et que ça fait quelque temps que ça monte ce sentiment d'ennui, pour sûr, le matin qui suit, attachez vos ceintures, maman va prendre un nouveau virage un peu serré. Chaque fois que c'est arrivé, j'ai prévenu les enfants, bon les gars, on bouge, faites-moi confiance, ça va être super. Alors, tu as 3 enfants, oui, et tu as eu ta dernière fille à 46 ans. Absolument, et demi. Et demi. À cet âge-là, on le dit. Oui, c'est important. Comment est-ce que ton rôle de mère s'est articulé avec tout le reste?
Ah, je me suis pas du tout posé la question. Pour être honnête, j'étais pas foncièrement, absolument décidée. J'étais pas sûre de vouloir des enfants. C'était pas une évidence. Ma fille m'a pas demandé mon avis, l'aînée. Il s'avère que j'ai appris que j'étais enceinte de plusieurs mois. Et j'ai trouvé ça super. Pas d'avoir un enfant, mais d'être enceinte. Dans ma tête, j'étais enceinte. Super, hyper sympa, expérience formidable. Oh, dis donc, hein, c'est chouette. Je trouvais l'exercice vraiment sympa. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais du coup, je vais donc avoir une personne vivante à mes côtés désormais. Et je me souviens avoir filé mes enceintes de 8 mois et demi à la Fnac Saint-Lazare pour acheter tous les bouquins. Qu'est-ce que ça mange, à quelle heure ça dort, qu'est-ce qu'on est censé en faire plus concrètement. Et j'ai tout potassé. Et j'ai accouché, et puis après, j'ai fait exactement comme tout le monde, un peu n'importe quoi, jusqu'à ce que ça se rencontre et que ça se mette en place. Et puis, pas très vite, pas tout de suite. La fusion n'a pas été... ça serait mentir que de dire ça, parce qu'on m'avait dit, tu vas voir quand tu rencontres ton bébé, osmose de fou, vague d'amour, unique au monde. J'attendais. C'est à quelle heure, du coup, la vague concrètement, c'est combien de temps après la naissance je peux boire du champagne et puis, au bout d'un petit moment, en fait, je pense que j'avais peur, j'étais impressionnée. On le dit pas. Je trouve que... En fait, j'ai plein de copines à qui j'ai dit ça qui m'ont dit « Ah ouais, moi aussi, tellement... En fait, c'est fatigant, c'est déstabilisant. C'est quand même un être humain qui dépend de vous, qui débarque sans prévenir. Enfin, sans prévenir, on adorerait. Mais c'est quand même une aventure un peu exceptionnelle. Donc, ça bouscule énormément. J'étais peut-être pas suffisamment préparée pour 1000 raisons. Et après, j'ai trouvé ça tellement super d'accompagner cette petite personne. Un poil responsabilisant. Éventuellement culpabilisant. Il y a des mères sans culpabilité dans l'Assemblée, juste pour savoir. Écrivez des livres, des guides pratiques. Jean-Claude Lattès attend vos témoignages. Non, mais voilà, il y a quelque chose de plus grand que nous, quoi. Et je me suis dit, waouh, super, je me suis un peu emballée, du coup. Et après, j'ai eu un fils, et puis ensuite, finalement, encore une petite fille qui a 7 ans aujourd'hui, ouais. Ce qui vous donne un indice sur mon âge, qui est donc assez proche de celui de Prune. Dans 11 jours, c'est ton anniversaire. Et tu as écrit... J'ai vu la gourmandise de la fille qui vieillit, quoi. Tu as écrit « Je n'ai jamais compris ceux qui n'aiment pas leur anniversaire, qui trouvent que ça leur rappelle qu'ils vieillissent, alors que justement, c'est ça qui est génial. » Qu'est-ce qui est génial alors ? De pas être mort. Je trouve que c'est assez chouette comme concept, parce que j'ai du mal à comprendre les personnes qui me disent « Oh là là, un an de plus », et ouais, où est le problème ? Non, enfin, le plan B est quand même décevant, hein. Personnellement, je trouve qu'être vivant, c'est quand même assez chouette, avec bien sûr des moments avec et des moments sans. On en a parlé, mais globalement, le concept est sympa. Enfin, l'idée de construire des souvenirs, de faire des rencontres, d'avoir des projets, d'avancer, tant qu'on est en bonne santé, physique et mentale, je sais pas, je trouve que ça reste assez chouette, quoi. Donc non, je vote pour, je trouve ça merveilleux et très sincèrement, pour 1000 raisons qui sont sans doute détaillées dans le livre, mais c'est toujours une immense joie quand je vois le 22 juin arriver. J'adore ça. J'ai 8 ans tous les ans. J'ai parfaitement 54 ans dans 10 jours, dans 11 jours, mais ça me va. Je suis très heureuse d'être encore là, toujours là, et de pouvoir le savourer, ouais, clairement. Il y a une question que tous les auditeurs et auditrices de Ressentir connaissent comme étant la question de Delphine Plisson. Parce que c'est une question que je pose à tous mes invités grâce à toi. Parce que tu la posais à toutes les personnes que tu recevais en entretien d'embauche pendant la période de ta vie où tu as travaillé dans la mode. Et que depuis que je t'interviewe dans le podcast, je pose à tout le monde. Donc je ne résiste pas à te la poser ce soir, Delphine. Elle est la suivante. Admettons que demain... Alors c'est une petite variante par rapport à la version que j'avais notée, mais j'ai repris celle qui est dans ton livre, qui fera désormais foi. Admettons que demain, au réveil, tu n'aies plus aucune contrainte, ni familiale, ni financière, ni culturelle. Bref, que ferais-tu de ta vie ? Que ferais-tu de ta vie, Delphine ? Demain matin, très sincèrement, la même chose qu'aujourd'hui. Je pense que je suis arrivée à un plateau où je me sens bien dans ma peau, dans ma vie. Je n'envie rien. J'ai des projets, j'ai beaucoup de joie, j'ai des enfants en bonne santé. J'estime avoir beaucoup, beaucoup de chance.
Je crois que j'essaierai de rester dans cette énergie-là et de continuer à savourer la chance que j'ai d'avoir ce que j'ai et d'être ce que je vis. Et je trouve que on a souvent envie de plus ou de moins. En moins, c'est souvent les kilos. En plus, c'est souvent des centimètres. Ou des seins. Ou des seins. Moi, ça va. Mais on a souvent envie d'autre chose. Et je trouve que se contenter, au sens d'être content de ce qu'on vit, de ce qu'on est, de ce qu'on a, il y aura toujours mieux, il y aura toujours plus, etc. Mais comme à la fin, ça s'arrête, je trouve que c'est un peu du gâchis de temps et d'énergie que de vouloir toujours plus ou de vouloir toujours autre chose, quoi. Profitons déjà. Faut pas déconner, on est en France, on est en bonne santé, globalement. Enfin, je vous le souhaite en tout cas. J'aime, je suis aimée, j'ai une vie assez idéale à mes yeux. Voilà. Il n'y a pas de remerciement à la fin du livre. C'est juste. Parce que j'avoue que moi, c'est mon petit plaisir. Je commence toujours les livres en lisant les remerciements parce que je trouve que ça dit beaucoup. Alors, ma réponse va dire beaucoup de moi, mais je pense que tu le sais déjà. Il y avait tellement de remerciements. J'avais fait des remerciements, mais il y en avait beaucoup trop. Ça rentrait pas dans les cases et ça perdait du sens, en fait. Je me suis dit que le livre était dédié à mes 3 enfants et à mes disparus et que, en fait, tout est contenu là-dedans, finalement, dans ces petits mots du début. Et toujours le point levé, quoi. Voilà, tous les autres, je pense, savent que j'ai pensé à eux pendant, avant, après, et que c'est pas fini. Je t'ai demandé de lire un extrait de ton livre. Qu'est-ce que tu as choisi ? Alors, sans lunettes, j'ai choisi ce passage-là. Quand j'ai le bourdon, j'ai besoin de me recentrer sur ce que j'aime. Et j'aime. Donc, je vis. Faire des listes me rassure, comme compter les marches dans ma tête de tous les escaliers que je monte et que je descends. J'aime penser que j'adorerais le Pays Basque. J'aime prendre un bain trop chaud. J'aime le rouge dans ma maison. J'aime les quelques secondes qui précèdent le début d'un concert. J'aime être réveillée en pleine nuit par mon amoureux. J'aime l'odeur du pain grillé au réveil. J'aime ricaner avec une copine. J'aime rêver à l'aménagement de la maison que j'aurai un jour. J'aime aller au marché. J'aime papoter jusqu'à pas d'heure. J'aime sortir du sport. J'aime le jour de mon anniversaire. J'aime boire un bon Bourgogne en cuisinant. J'aime me recoucher avec des magazines. J'aime qu'on me trouve bonne mine. J'aime qu'un inconnu me sourie dans la rue. Ça se fait rare. J'aime me lever super tôt pour partir en vacances. J'aime savoir que des amis viennent dîner. J'aime acheter des bons becs sur les aires d'autoroute. J'aime l'odeur et le bruit de la cheminée à la maison. J'aime entendre les enfants rigoler. J'aime me faire masser. J'aime les surprises. J'aime ne pas conduire. J'aime sortir du cinéma emballé. J'aime écouter Perfect Day de Lou Reed en atterrissant à New York. J'aime prendre de bonnes résolutions et ne pas les tenir. J'aime me réveiller dans le golfe du Morbihan. J'aime me glisser sous ma couette quand il fait super froid dehors. J'aime porter du bleu marine. J'aime sa main dans mes cheveux. J'aime dormir sur un bateau. J'aime préparer Noël. J'aime les saisons. J'aime me souvenir. J'aime les pizzas dans les camions en été. J'aime fumer une clope en cachette. J'aime regarder mes nouvelles chaussures depuis mon lit en m'endormant. J'aime avoir arrêté de fumer. J'aime boire des cocktails au Hemingway très tard. J'aime que mon meilleur ami depuis 40 ans soit un mec. J'aime me réveiller au petit jour. J'aime qu'on ne m'offre pas de fleurs. J'aime chanter sur Radio Nostalgie dans la voiture. J'aime recevoir une prime. J'aime que chez Georges soit mon restaurant préféré. J'aime pleurer de rire souvent. Et je compte, et je fais une liste, et je raye ma liste, et je refais une liste, et je recompte. C'est réconfortant presque autant que les séances de psy ou de yoga. Merci. Qu'est-ce que tu ressens alors qu'on s'apprête à terminer cette conversation ? De la joie, de l'énergie partagée, parce que vous parlez peu, mais je vous sens. Et j'aime vos regards et vos sourires. C'est réconfortant et c'est tout le propos du bouquin. D'échanger, d'être ensemble, de s'entraider, de se donner de l'énergie et de savourer la vie. Merci. Merci Delphine. Merci mesdames.